Albert. Bonjour Christine. Bonjour mes chers amis, bienvenue en cette nouvelle rencontre La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle Le Rendez-vous Rive Gauche avec Albert Moukébert pour aujourd'hui parler du temps, de notre rapport au réel, notre perception du réel en fonction du temps. Alors, cher Albert, tu es psychologue clinicien, docteur en neurosciences, chercheur en neurosciences, essayiste, et tu animes aussi un laboratoire, Chiasma, où vous interrogez sur le rôle de nos croyances dans nos prises de décision. Et tu as écrit un best-seller, Votre cerveau vous joue des tours, chez Alary Éditions, que tu es venu d'ailleurs nous présenter. Alors, ta philosophie me semble proche de la philosophie du doute, du sens critique. Et souvent, tu nous rappelles qu'il il est préférable pour nous de ne pas séparer le corps du cerveau et de le voir dans l'unité, car on a une tradition dualiste et on voit les choses d'une façon plutôt binaire, on cloisonne. Et par ailleurs, comme toutes les interactions du monde, de notre monde réel, passent par le cerveau, c'est grâce à lui que nous avons une vision cohérente de ce monde, mais de fait, il y a plusieurs manières, bien sûr, de l'interpréter, et notamment en fonction du temps. Alors, pour commencer, pour nos amis, ce serait peut-être juste de définir le temps, car ce n'est pas qu'une question de savoir. C'est souvent un mot, hein, parce qu'il n'a pas de sens autonome, et il prend du sens justement dans une phrase. Alors, pour définir au début de notre conversation, quelle définition tu donnerais du temps? En fait, c'est comme tu dis, c'est que le mot est hyper polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs sens. Si on dit le temps à un chercheur en physique, ça n'a pas du tout la même notion que le temps pour un directeur RH. C'est pas du tout la même chose pour le temps pour un gamin à l'école pendant sa cour de récré. Et je pense que la première définition qu'on peut donner au temps, c'est une sorte de mesure variable et malléable de quelque chose. Mais c'est très difficile de parler du temps et c'est vraiment un questionnement très profond pour beaucoup de personnes qui travaillent sur la philosophie de la science, sur la science, etc. Parce que avec Einstein, on a découvert un peu que le temps est quelque chose qui est relatif, qu'il est proportionnel, par exemple, à notre vitesse, si on parle du temps objectif quelque part. C'est un peu ça. C'était vraiment l'idée, une des idées principales d'Einstein, de montrer que par exemple, la lumière que je regarde qui vient du soleil, elle est partie il y a 7 minutes. Il y a un décalage de 7 minutes. C'est pour ça que la majorité des étoiles qu'on voit dans le ciel sont probablement mortes. C'est juste qu'elles sont si loin, c'est le temps que ça a pris. Mais après, il y a aussi le temps psychique, le temps de l'humain, le temps de l'observateur. Donc, il y a le temps extérieur à nous et il y a plein de théories sur est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, c'est quoi. Mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va oublier un peu les théories de physique, de relativité, de l'espace-temps, etc. Parce que un, c'est pas ma spécialité, et deux, je ne pourrais pas en parler pendant longtemps. On va se concentrer sur ce sur quoi moi je m'intéresse un peu plus, qui est le temps subjectif de la personne. Et ce temps est beaucoup plus difficile à mesurer parce que on s'est mis tous d'accord d'une mesure de temps pour avoir une sorte de temps commun qu'on peut tous voir sur nos écrans et les secondes et les minutes. Mais si vous avez déjà été amoureuse, si vous avez déjà été énervé, si vous avez déjà été ennuyé, si vous avez déjà eu une palette d'émotions, vous réalisez très vite que les chiffres que je vois sur mon horloge ne suivent pas vraiment le temps tel que je l'inscris. Par exemple, moi, quand j'étais au collège et au lycée, plus jeune, 1 heure d'un cours que j'aimais pas me paraissait durer une éternité, alors que le temps que je passais, 1 heure que je passais avec mes potes, semblait passer en 1 seconde. Donc, quelque part, le temps est quelque chose qui est malléable. Le temps intrapsychique, en tout cas. La deuxième chose, c'est aussi le temps, on peut le percevoir comme une sorte de valeur de quelque chose qui a beaucoup de valeur et qu'il faut protéger. On entend souvent les gens dire j'ai pas envie de perdre mon temps.
On ne peut pas acheter du temps. L'argent, c'est le temps, pardon, c'est plus important que l'argent, c'est le truc le plus important pour nous. Donc, il y a aussi cette notion de comment est-ce que je dépense, comme si c'est une sorte de valeur presque monétaire qui est, qui conditionne toute notre vie. Parce qu'au final, le temps, c'est la seule chose qu'on a. Quand on n'a plus de temps, on est mort. C'est le temps aussi, le passage du temps, ça implique le fait de prendre de l'âge, de s'approcher, de s'éloigner de ma naissance, et de s'approcher de ma mort. On célèbre chaque année l'anniversaire. Il y a des personnes pour qui le jour d'anniversaire est quelque chose d'hyper angoissant. Pourquoi? Ça rappelle cet argent. Si on dit qu'il y a une sorte de monnaie qui s'appelle pas l'euro, ni le dollar, mais le temps, cet argent qu'on est tous en train de dépenser en permanence. Mais on peut le dépenser plus ou moins vite. Et donc, toutes ces notions m'intéressent à moi beaucoup parce que la sensation de passage du temps est quelque chose, que ce soit en philosophie ou en psychologie, qui est central à la condition humaine. Les existentialistes, par exemple, ramènent tout à notre mort. On est en vie parce qu'on sait qu'on va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? C'est ne plus avoir de temps. Et si on regarde même les films, par exemple, un peu violents, etc., et quand il y a des gangsters qui vont se tuer, ils disent, genre en anglais, ils disent « you're out of time », tu n'as plus de temps, je vais te tuer, je vais finir ta vie. Et donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment énormément conditionnés. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que notre perception du temps est dilatée avec nos émotions, un, et deux, comment est-ce qu'on utilise beaucoup de fois le temps comme coupable pour justifier certaines de nos inactions ou certaines des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, en disant si j'avais du temps, j'apprendrais tellement de choses. Par exemple, sur les livres, il y a un site que je visite souvent qui peut-être va t'intéresser. C'est un site qui te dit combien de livres tu peux encore lire selon le temps qui te reste. Donc, tu dis, je ne sais pas, j'ai 39 ans, je pense que je vais vivre jusqu'à mes 70 ans. Et tu dis, bah, tu as le temps encore de lire tellement de livres. Et le chiffre est très, très bas. Genre, moi, je pense que j'ai encore genre 100 ou 110 livres que je peux encore lire dans ma vie. Et donc, on peut ramener aussi le temps à ces choses. Et donc, tout le temps, il y a tout ce débat de est-ce que je vais pouvoir lire tout ce que je voudrais lire. J'ai un peu des livres un peu partout chez moi à la maison. J'aime bien mettre des Je livres un peu vois, comme ça en je vrac. vois aussi. Voilà. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que le temps est quelque chose qui ramène les gens à une sorte d'économie d'action. Comment est-ce que je vais agir pour remplir ce temps? Comment est-ce que ce temps est malléable? Et comment des fois on l'utilise encore une fois comme sorte de bouc émissaire et qui s'est révélé au grand jour pendant le temps du confinement. Et on en parlera Oui, peut-être sur si j'avais plus de temps. Et souvent on remarque que quand on a plus de temps, ça ne change pas ça ne grand-chose. change pas grand-chose. Alors justement, le temps serait donc euh, un mot, hein, Ouais. qui nous permettrait d'être en relation avec, par exemple, tu viens de dire, on parle du confinement, si j'avais plus de temps, avec par Ouais. exemple la liberté. Oui. Quand on dit je n'ai pas le temps, d'abord il y a une notion je le possède. Vous disiez, Oui. il y a des attitudes personnelles. Je possède, je n'ai pas le temps, ça veut dire je le possède ou je ne le possède pas. Alors là, par exemple, ça nous ramène à la liberté. Est-ce que Oui. je suis dépossédée de ma liberté? De quelle liberté s'agit-il? Et puis, peut-être, me semble-t-il, quand on réfléchit à, justement, là, c'est d'une façon générale, je n'ai pas le temps, on l'entend souvent dans notre société. Hein. Oui. Est-ce que justement, je n'ai pas la liberté, mais en même temps, je fais un choix, j'ai fait un certain choix de faire une autre activité ou de ne pas te répondre ou de ne pas écrire. Est-ce que effectivement, ça ne révèle pas une attitude de la personnalité, on verra après qu'est-ce qu'il y a derrière, de l'individu? En fait, je changerais le mot liberté, mais je vais dire exactement la même chose que toi, mais juste dans un autre cadre qui serait peut-être plus simple pour expliquer ce que je veux dire. Je dirais que c'est un cadre de contrainte. C'est-à-dire, ça nous met. C'est comme si on joue aux échecs. Moi, je Oui, joue beaucoup aux échecs en ce moment. oui. J'essaie de reprendre. Je jouais beaucoup dans ma jeunesse, puis j'ai arrêté. Maintenant, avec le confinement, j'essaie de m'y mettre pour pas juste regarder des séries toute la journée ou travailler. Euh, aux Donc, tu fais échecs, un choix. Tu fais un choix. oui, exactement. Des choix dans une sorte de cadre qui sont les contraintes des règles du jeu. Voilà. Aux échecs, on a les règles du jeu, c'est-à-dire un cavalier peut juste se déplacer comme ça, je ne peux pas décider. Et c'est ça qui fait que le jeu devient intéressant. S'il n'y avait pas de contraintes, c'est très difficile de travailler. Quand on est tout à fait libre, on est perdu. Il y a par exemple en psychologie un effet qu'on appelle la paralysie du choix.
Si j'ai trop de choix, j'arrive plus à choisir. Le temps agit comme une sorte de cadre, de contrainte, de règles du jeu universelles pour tout le monde. Et après, dans ce cadre, dans ces contraintes, j'ai la liberté de choisir comment est-ce que je bouge. Un peu comme sur le plateau d'échecs, j'ai le choix, dans les contraintes de chaque pièce, son rôle, de choisir quelle pièce bouger. C'est un peu la même chose avec le temps. C'est une sorte de contrainte, de cadre, qui permet de faire plusieurs choses. Un, d'avoir une sorte de narration linéaire de ma vie. Je peux dire, je me suis réveillé, j'ai mangé, on fait un zoom maintenant, etc. Donc, ça nous donne une sorte de narrative dans laquelle il y a cette contrainte dure qu'on ne peut pas changer. C'est le seul truc que je ne peux pas aller acheter. Je ne peux pas aller dire dans un magasin, dire bonjour, voilà 100 euros, est-ce que vous pouvez me donner 1 heure? Ce n'est pas possible. C'est une contrainte dure de la création un peu de notre psychologie et de l'univers. Et effectivement, ça révèle beaucoup sur nous. Comment est-ce qu'on interagit dans ces contraintes? Comment est-ce que chacun de nous va bouger dans ces contraintes? Est-ce que je vais, dans la contrainte des 2 heures que j'ai cet après-midi, regarder une série, lire un livre, appeler mes potes, me dire ah non, j'en peux plus des apéros Skype. Au début, j'en faisais des tonnes, mais maintenant, c'est une perte de temps incroyable, je vais faire autre chose. Et c'est très intéressant et très révélateur. Comment est-ce que chacun de nous navigue cette contrainte temporelle qui, pour moi, est même plus grande que la contrainte spatiale. C'est-à-dire, il y a 2 grosses contraintes du monde physique, l'espace et le temps. Et je pense que l'espace, avec les avancées technologiques, les avions, quand on avait encore les avions et tout ça, on peut assez facilement, j'ai envie de dire, si on a les moyens, etc., mais se déplacer. On a toujours eu relativement la liberté de se déplacer pour les plus fortunés, selon où on est né, etc., parce qu'il y a les visas et tout ça. Mais le temps, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. On peut déléguer, par exemple, certaines personnes. Moi, je sais pas, des personnes disent, ben moi, je veux plus perdre mon temps à faire le ménage, je vais embaucher une personne qui vient m'aider à faire le ménage. Et je libère du temps pour pouvoir faire autre chose. Mais on ne peut pas acheter le temps brut. Et donc, cette contrainte révèle beaucoup les traits de personnalité des uns et des autres sur comment, est-ce que ça m'angoisse, est-ce que je sens que je n'ai pas le temps, etc., etc. Mais on peut aller plus loin, c'est que le temps nous ramène donc à la structure et à la notion de chronos, du père. Alors, quand on est, ce que tu dis, ça nous donne un cadre, donc c'est bien une notion paternelle, je veux dire dans la symbolique, bien sûr. Hein. Quand on a des repères, RE, trait d'union père, c'est bien qu'on a nos enfants ou pour nous-mêmes, c'est qu'on a décidé de le vivre, d'organiser notre vie à l'extérieur, hein, le père c'est l'extérieur, d'une certaine façon. Mais alors, quid de la relation avec nous-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, cette interrogation nous ferait dire que le temps dépendrait de la matière ou du monde réel, mais à partir de nous-mêmes? Et donc là, déjà, d'ailleurs, même en ce moment, nous le vivons. Confinement, c'est confins, mais des limites encore. Donc, peut-être qu'on nous invite à aller au plus proche de nous pour être plus attentifs, pour être plus bienveillants avec nous-mêmes, une autre écoute, et donc recréer un autre repère, une autre structure. Est-ce que ce serait possible dans une condition comme ça? J'espère. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, au fur et à mesure qu'on devient adulte, on peut se détacher des contraintes temporelles. C'est-à-dire, quand on est enfant, nos parents décident de comment notre temps va être dépensé. Et devenir adulte, c'est quelque part prendre une liberté financière, évidemment, mais surtout une liberté temporelle. C'est-à-dire une autonomie vis-à-vis du temps. Après, est-ce que le confinement peut nous faire prendre conscience de notre rapport qui aussi, parce que notre rapport au temps est très culturel, notre culture est dans une culture de maximisation, d'efficience, on a une vision très améliorative du monde, il faut tout le temps que je m'améliore, que je mette à profit mon temps, que je ne perde pas mon temps, etc. etc. Et moi, souvent, je dis, on n'a que du temps. Pour moi, perdre du temps, c'est complètement une idée antinomique. On ne peut pas perdre du temps. On le fait peut-être pas comme on aurait envie de le dépenser, mais on est tout le temps en train de faire quelque chose. Et j'espère que, en tout cas, j'ai une amie avec qui je parlais hier, qui m'a dit, en fait, je remarque combien je me mettais une pression de faire, et au final, pourquoi? Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Malheureusement, mes connaissances sur la psychologie humaine, etc., on est des êtres d'habitude.
je n- j'ai- j'espère qu'il y aura au moins une certaine masse critique de personnes qui prendront le temps, mais malheureusement, ça ne dépend pas juste de nous. Je sais que par mon travail de psychologue, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont d'autres contraintes que les contraintes temporelles, comme les contraintes financières, comme les contraintes, etc., qui ont besoin de revenir à comment ils étaient avant pour pouvoir repayer tous leurs finances, etc. Mais j'ai aussi d'autres potes qui ne sont pas dans des situations très privilégiées ou pas du tout, et qui me disent, mais jamais de ma vie, je vais revenir à me réveiller à 7 heures du matin pour pouvoir sortir de chez moi à 8 heures pour aller et dépenser mon temps, Non. 8 heures par jour, à faire quelque chose qui, je remarque maintenant, ne m'apporte pas du tout la gratification. C'est juste que pour le temps aussi, le temps est très modulé par nos émotions. Et par exemple, par le stress, par l'anxiété, etc. Et on est une société relativement stressée. Et du coup, c'est très difficile de faire une pause quand on est stressé. Quand je sens que je dois répondre à mes clients, répondre à mes patients, faire mes rendez-vous, payer mon loyer. La société, telle qu'on l'a créée, ne nous laisse pas le temps de réfléchir au temps. J'espère que aujourd'hui, en tout cas pour certaines personnes, on commence à prendre conscience que cette pression qu'on se mettait, cette pression temporelle de faire, de remplir, de remplir, de remplir, n'est pas aussi bénéfique que ce qu'on croit. J'espère vraiment. J'ai pas beaucoup d'espoir parce que j'ai été déçu plein, plein de fois Oui, dans ma vie par les changements oui, sociétaux et les grandes révolutions, etc. L'histoire nous a appris à avoir un peu d'humilité vis-à-vis de ça. Mais, euh, mais bien sûr que je le souhaite parce que je suis de ceux qui défendent les notions qu'on travaille trop, etc. etc. Et j'accompagne des boîtes à travailler moins. Et j'espère que ce qui se passe maintenant, le travail à distance, le télétravail, etc., qu'on remarque qu'on n'était pas très bon dans ces contraintes temporelles qu'on s'était imposées. tu viens de dire un verbe que l'on relève souvent, c'est en rapport justement avec cette organisation de vie, c'est faire. Et donc, euh, opposé, ce serait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est de donner plus de vie. Ou alors peut-être le dire différemment, plus ça nous ramènerait une réflexion sur le sens de la vie, ou alors plutôt le sens du sens. On a tellement Oui, banalisé, on est tellement dans oui, une j'irais machine, plus sur le sens du le sens. sens du sens. Et de fait, me semble-t-il d'aller jusqu'à ce que tu viens de dire là, cet appétit, retrouver cet appétit de vivre, ce désir de vivre, là on peut penser à Spinoza, c'est-à-dire que euh, le désir de vivre indique souvent la sublimation de la finitude, c'est-à-dire comment je peux accepter l'angoisse de mourir. Oui. Et donc le corollaire, c'est justement de vivre. Alors, est-ce que cette période, ou même sans cette période précisément, d'une façon générale dans notre vie, quand on s'interroge, on fait une introspection, quand on s'interroge sur le réel, nous invite à retrouver ce désir de vie. C'est ce qui nous manquerait aujourd'hui, justement. Ben, en fait, tu as utilisé un mot, ce mot de questionner. Pour questionner, on a besoin de temps. Et je pense qu'avant, on ne prenait pas le temps de faire ces questionnements. Et j'espère, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais j'espère que cette période nous pousse à faire ça et surtout à ne plus utiliser le temps comme une sorte de bouc émissaire. J'ai plein, plein de personnes qui me disaient avant, ah, j'adorais apprendre l'italien. Je suis amoureux de cette langue, mais j'ai pas le temps. J'adorais faire du piano. Depuis que je suis petit, j'en rêve et je regarde toute la journée des vidéos et des concerts, mais j'ai pas le temps. Et maintenant qu'ils ont le temps, ils remarquent qu'ils le font pas non plus. Parce que, par exemple, apprendre une nouvelle langue à un certain âge, c'est aussi difficile. Apprendre à faire du piano, c'est refaire le solfège, refaire do, ré, mi, do, ré, mi, do, ré, mi pendant des heures. C'est aussi difficile. Et quelque part, avoir du temps, ça nous permet cette introspection, mais c'est aussi, ça nous permet une responsabilisation. Une responsabilisation de remarquer que je suis acteur de ma vie plus que ce que je ne croyais avant. Parce que quand on y pense, comment on a construit nos structures, je suis né, vers 3-4 ans, on m'envoie à l'école jusqu'à mes 18 ans, puis je vais à la fac jusqu'à mes 24-25 ans, et puis je commence à bosser. Et c'est un enchaînement d'une sorte de routine où on n'a pas le temps de la questionner. Et aujourd'hui, j'espère que ça nous permet de, un, remarquer que on a une responsabilité plus grande que ce qu'on croyait, que c'est trop facile de désigner tout le temps le manque de temps,
qu'on peut remplir notre journée d'une manière très, très différente. Et trois, et j'espère que de plus en plus de personnes le remarquent, ça va être intéressant quand on est déconfiné de parler avec tout le monde de tout ça, mais qu'on a pas mal de temps. Une journée, c'est long. Quand on n'est pas au bureau en train de répondre à des mails toute la journée, une journée, c'est long. Quand on n'est pas sur un chantier en train de faire la même tâche du matin au soir, une journée, c'est long. Quand on n'est pas en train d'enchaîner des rendez-vous ou d'être inquiet par comment je vais payer mon loyer ou comment payer mes taxes. Et du coup, j'espère que on passera de ce temps derrière lequel on doit tout le temps courir. J'espère que tout le monde intégrera qu'en fait, ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est notre organisation dans cette contrainte, dans cette règle du jeu, où on n'est pas vraiment très bon dans comment on est en train de la dépenser. Et c'est là où je pense qu'on pourra retrouver le désir de vivre spinoziste un peu, de cette sublimation de l'angoisse de mort en une sorte de force de vie. Oui. Cette force vitale, là, Oui. qui est matérielle et que ce serait bien de retrouver. Et peut-être là, nous donner alors à ce moment-là une grille de lecture différente de ce réel. Est-ce que Oui. là, ce serait possible à ce moment-là? Bah, c'est au moins, on a la chance de pouvoir le faire. Encore une fois, moi, de mon activité clinique, avant, j'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux, donc tout ce qui est lié au stress, etc., etc. Et une fois qu'on rentre dans le sillon un peu de la vie, on a des enfants, on a le boulot, etc., etc., une des sources les plus grandes de stress, c'est vraiment ce manque de temps et la fatigue, parce qu'ils vont de pair. Quand j'ai pas le temps de dormir, ben, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, je ne suis pas très efficace, donc je sens que je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, j'espère qu'on a réussi à prendre ce recul, cette distanciation, et qu'on l'utilisera pour questionner l'organisation de vie, pour arrêter de questionner l'individu. Avant, on était dans une situation où c'est très simple de dire « j'ai pas le temps, c'est le jeu ». Non, mais de quel jeu Mais parle-t-on? Parce que souvent, c'est exactement. du collectif. Mais ce jeu, il est inscrit dans ce collectif, dans cette organisation structurelle qui ne me laisse pas exister. Ce jeu est quelque part illusoire. C'est-à-dire, je ne peux pas dire j'ai pas le temps parce que si je me fais virer, je suis obligé d'aller au boulot. Je ne peux pas dire je ne veux pas aller au boulot parce qu'après, il y a les conséquences sur moi, sur ma famille, sur mes enfants qui se déchaînent. Et j'espère que ce temps qu'on est en train d'avoir, on le prend aussi pour questionner notre organisation collective. On est des animaux sociaux et on parle beaucoup trop de l'individu sans parler de la structure, ces contraintes qu'on a créées. Et moi, mon espoir, c'est qu'on puisse revoir les contraintes collectives, groupales, sociétales qu'on a mis en place pour essayer de dégager plus de pulsions de vie que d'angoisse de productivité ou d'angoisse de mort liée à cette course effrénée de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Eh bien, Albert, merci de cette note optimiste, qui n'est pas optimiste même, c'est cette invitation à vivre, Oui. plus fort, quand je parlais du donner du sens au sens, à te lire, à t'écouter. Et ça, j'invite nos amis dès que possible, de te retrouver. Je sais que souvent, tu es avec Charles Pépin qui vient aussi régulièrement de notre cercle. Donc, merci Albert et bien sûr à une Merci prochaine Christine rencontre. de m'accueillir. Et Toujours un merci mes plaisir. amis. Ah oui, moi aussi, vraiment, Albert. Et merci mes chers amis. Rendez-vous pour une prochaine rencontre. Et en attendant, réfléchissez au sens du sens, à la joie de vivre malgré tout, et lisez. Lisez tous ces textes qui peuvent vous enrichir. À très vite.